Mon propre fils a soudoyé un médecin pour me faire diagnostiquer une démence sénile. Tout ça pourquoi? Pour mettre la main sur ma fortune. C'est une folie pure. Jamais je n'aurais pu imaginer une telle trahison. Alors que je gis ici, dans cette chambre d'hôpital stérile, paralysé et condamné au silence, Christophe et Élodie discutent déjà de la liquidation de toute une vie de travail. Il n'a même pas vérifié si j'étais réveillée avant de glisser les clés de mon coffre-fort dans sa poche. Pour eux, je ne suis plus qu'une ligne budgétaire, à classer et à oublier. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont oublié que si mon corps est immobile, mes oreilles, elles, fonctionnent parfaitement. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai repris le contrôle de la situation. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon histoire. Incroyable, n'est-ce pas? Les dents en plastique de la fermeture éclair mordent le silence, un crissement saccadé et rythmé qui ne devrait avoir aucune importance, mais qui résonne comme un coup de tonnerre. Je ne peux pas tourner la tête. Les muscles de mon cou sont un poids mort, inutiles comme du béton frais, mais mes yeux fonctionnent. Mes yeux ont toujours fonctionné. Ils suivent la main de Christophe alors qu'elle se glisse dans la poche doublée de velours de mon sac à main, avec l'aisance exercée d'un pickpocket de haut vol. Il ne cherche pas la carafe d'eau sur la table roulante. Il n'appuie pas sur le bouton d'appel de l'infirmière qui pend au garde-fou du lit comme un ornement oublié. Ses doigts longs, pâles, des mains d'homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, se referment sur le poids lourd en laiton de mes clés. Celles que je garde sur un anneau avec un petit porte-clés en cuir. Celle qui ouvre le coffre-fort encastré dans le sol de ma bibliothèque, sous le tapis persan, celui qui renferme 40 ans de ma vie sous forme numérique. L'odeur antiseptique de l'hôpital américain de Neuilly m'envahit les poumons. C'est une odeur épaisse, écœurante, un cocktail chimique d'eau de javel et d'un parfum floral qu'ils injectent dans la ventilation pour masquer l'odeur de la faim. J'ai envie d'avoir un haut-le-cœur, mais ma gorge ne répond pas. Je veux hurler, mais mes cordes vocales sont verrouillées derrière un mur de paralysie. Christophe me regarde. Ses yeux, mes yeux, le même gris acier que je vois dans le miroir chaque matin, scrutent mon visage à la recherche d'une étincelle de vie. Je garde mon regard vide. Un masque de marbre encadré de cheveux argentés. J'ai appris il y a bien longtemps que l'émotion n'est que du bruit, et que le bruit brouille le signal. En ce moment, le signal est clair. Mon fils pense que je suis un légume. Mon fils commet son premier vol, et il pense que je ne vois rien. Je suis auditrice financière. J'ai passé 4 décennies à traquer les divergences microscopiques qui font s'effondrer des empires. Je sais exactement ce qu'il fait, et je catalogue chaque mouvement avec la précision d'une caméra de surveillance. L'interne a signé pour 5 000 €. La voix d'Élodie déchire le faible ronronnement des machines médicales. Elle est appuyée contre le cadre de la porte, une hanche en avant, son sac à main de créateur, une pièce italienne dans laquelle je ne gaspillerai jamais un centime, pendu à son poignet. Son parfum est lourd, entêtant, le genre qui coûte 300 € le flacon et qui sent le désespoir masqué par la bergamote. Il lutte contre l'eau de javel de l'hôpital et perd la bataille. Démence précoce avec déclin cognitif rapide, continue-t-elle, sa voix sonnant comme du papier de verre sur de la soie. C'est inattaquable. Christophe acquiesce. Il glisse mes clés dans la poche de son pantalon gris anthracite d'un geste sec du poignet, un mouvement si fluide qu'il me confirme que ce n'est pas la première fois qu'il vole une personne incapable de se défendre. Il s'est exercé. Une fois que le mandat de protection future sera déposé, elle ne sera plus qu'une ligne comptable. Christophe. Les yeux d'Élodie se posent sur moi, puis se détournent, comme si je n'étais déjà plus qu'un meuble encombrant. J'analyse ses paroles avec la froideur d'un tableur Excel. Il ne se contente pas de voler mon argent. Ils réécrivent mon histoire. Je veux hurler. Je veux attraper l'infirmière par sa blouse bleu pâle et lui dire que l'homme à la veste de luxe est un vautour, qu'il planifie déjà mes funérailles alors que je respire encore. Mais mes cordes vocales sont de plomb. Ma langue repose dans ma bouche comme un poisson mort. Je suis forcé d'être le témoin silencieux de la démolition de ma souveraineté. Le brancard de transport est dur et étroit, le matelas fin comme une hostie. Je ressens chaque vibration alors qu'on me conduit vers l'ascenseur. Le sol est irrégulier, de vieux carreaux qui ont bougé avec les décennies, et chaque secousse envoie un choc dans ma colonne vertébrale. Je les compte. 17 secousses de ma chambre jusqu'au hall des ascenseurs. L'ascenseur descend avec un gémissement mécanique, et je sens la pression changer dans mes oreilles.
L'air frais de la soirée de Neuilly frappe mon visage pendant une seconde fugitive alors qu'on me pousse à travers les portes automatiques. Il sent le sel, l'échappement des voitures et la liberté, puis il disparaît. On me glisse à l'arrière d'une ambulance privée, le genre qui coûte 2000 € pour un trajet de 10 km et qui est équipé de sièges en cuir et d'un écran plat que personne ne regarde. Christophe se tient sur le trottoir. Il a les mains dans les poches, le regard fixé sur son téléphone plutôt que sur le véhicule qui emporte sa mère. L'écran brille d'une lueur bleue dans le crépuscule, et je vois son pouce défiler. Il vérifie déjà les marchés. Cherche probablement des annonces immobilières. Calcule sans doute combien il peut tirer de la propriété s'il fait vite. La sirène n'hurle pas. C'est un enlèvement silencieux déguisé en transfert. Nous nous dirigeons vers le domaine des cyprès, mon tombeau désigné. Le domaine des cyprès sent la lavande masquant l'eau de Javel. C'est la signature olfactive de la négligence de luxe, le genre d'endroit où les familles paient 15 000 € par mois pour ne plus avoir à penser à leurs parents vieillissants. Le hall est une caverne de marbre beige où résonne un jazz suave et déprimant diffusé par des haut-parleurs invisibles. Quelque part, un saxophone chuchote des amours perdus, et j'ai envie de réduire ce bâtiment en cendres. Bienvenue, Madame Beaumont. La voix de la réceptionniste dégouline d'une fausse empathie de directrice de pompe funèbre haut de gamme. Elle est jeune, la vingtaine, avec des dents parfaites et un tailleur-pantalon qui coûte plus cher que ma première voiture. Elle ne me regarde pas. Elle regarde le dossier que les ambulanciers lui tendent, le parcourant avec la rapidité d'une liste de courses. On me fait passer devant des résidents assis dans des fauteuils à haut dossier, fixant le vide avec des yeux voilés. Une femme en robe de chambre à fleurs se balance d'avant en arrière en fredonnant sans mélodie. Un homme aux mains tachées par la vieillesse agrippe les accoudoirs de son fauteuil roulant, la bouche entr'ouverte. On me classe dans un tiroir doré, trié par ordre alphabétique entre les autres femmes oubliées aux cheveux d'argent et au regard vide. Ma chambre est une suite d'un luxe stérile. Il y a un grand lit avec une couette matelassée, une télévision fixée au mur, un coin salon avec un fauteuil en cuir. C'est fait pour convaincre le monde qu'on s'occupe de moi. Mais je connais la vérité. On me face. Je reste immobile, surveillant la rotation du personnel. L'infirmière de nuit entre à 22 heures. Elle s'appelle Sheila, selon le badge plastifié épinglé à sa blouse. Elle a les yeux fatigués, de ceux que l'on traîne après des doubles gardes, et une démarche lourde qui trahit des genoux usés ou une hanche à remplacer. Elle est négligente. Elle laisse le chariot de médicaments sans surveillance pendant 30 secondes, le temps de consulter son téléphone portable, son pouce faisant défiler ce qui ressemble à Facebook ou Instagram. C'est la première faille de sécurité. Je note la fréquence des rondes. Toutes les 2 heures, pile. 22 heures, minuit, 2 heures, 4 heures du matin. L'établissement est une machine d'habitude, et les machines sont prévisibles. Dans ma carrière, je n'ai jamais cherché les grands crimes en premier. Je traquais les petites déviations nées de la paresse. Le chariot déverrouillé. La signature manquante. L'intervalle de 5 minutes dans le registre de surveillance. C'est là que se niche le levier du pouvoir. Je suis faible. Mon corps est un pays étranger que je ne contrôle plus. Mais mon esprit cartographie déjà les issues de secours, répertorie les vulnérabilités du personnel et constitue le dossier d'accusation dont j'aurai besoin pour démanteler cette cage. Christophe passe à minuit. Je sens l'odeur du bourbon avant même de le voir, un alcool bas de gamme, écœurant, de ceux qu'on achète en duty-free dans les aéroports. Il se penche sur moi, son haleine chaude et acide, et plaque mon iPhone devant mon visage. L'écran s'illumine en blanc, et je sens la caméra scanner mes traits. Face ID. Un déclic. Je l'ai cloné, maman, dit-il avec ce sourire cruel au coin des lèvres, le même qu'il arborait à 12 ans quand il cassait les jouets des autres enfants juste pour les voir pleurer. Sauf que ses souvenirs sont embrumés par son propre mépris. Chaque SOS que tu penses envoyer à ton club de bridge ou à ton avocate. C'est moi qui le reçois en premier. Il jette le téléphone sur la table de chevet avec un fracas qui me fait tressaillir intérieurement. Tu es en circuit fermé maintenant, maman. Plus aucune entrée extérieure. L'isolement est désormais numérique. Je suis coupé du monde, chaque ligne de communication étant déroutée vers l'homme qui tente de m'anéantir. Il pense avoir sectionné le lien. Il m'écrit impuissante. Mais il a oublié que j'ai passé 40 ans à traquer des ombres à travers des réseaux dont il n'ignore jusqu'à l'existence.
Elodie arrive le lendemain matin. Je la sens avant de la voir, ce parfum floral entêtant qui coûte 300 € le flacon et qui m'irrite les sinus. Ses yeux scannent la pièce comme ceux d'un charognard, ne cherchant pas ma présence, mais des objets de valeur. Christophe revient dans la chambre, et j'entends les pas de l'infirmière s'éloigner dans le couloir. Il prend le gobelet en papier sur le plateau roulant, la congédiant d'un hochement de tête sec et d'un sourire qui ne touche pas ses yeux. Il approche le cachet de mes lèvres. C'est une capsule bleue et blanche, plus grosse que les autres, et elle ne figure pas sur mon protocole habituel. Je reconnais l'empreinte pharmaceutique, un R, stylisé avec un 25 en dessous. Risperidone, un antipsychotique puissant, le genre qu'on administre aux schizophrènes ou aux patients souffrant de troubles du comportement sévère. Pas à quelqu'un qui se remet d'un accident vasculaire. Il essaie de valider le diagnostic de démence. Il tente de transformer mon cerveau en parasite, d'effacer la femme que je suis pour la remplacer par une coquille vide incapable de signer son propre nom. Il me force à l'avaler avec une gorgée d'eau tiède, sa main serrant ma mâchoire plus fort que nécessaire. Le cachet racle le fond de ma gorge, et j'avale par réflexe. La pièce se met à tourner. Les bords du plafond se fondent dans les murs, et les néons au-dessus de moi se transforment en traînées blanches. Il essaie de provoquer un second incident. Un crash final du système. Alors que la drogue fait effet, je cesse de lutter contre la lourdeur. La résistance est une perte d'énergie métabolique. Le brouillard chimique se propage dans mon cerveau, ralentissant mes pensées, transformant mon monologue intérieur en mélasse. Mais je me concentre sur le rythme de la perte. Combien de temps faudra-t-il à Christophe pour brûler mes actifs liquides avant de s'attaquer au patrimoine immobilier? Il est impulsif. Il va agir vite. Une semaine, peut-être 2, avant qu'il ne commence à liquider mon assurance vie. Un mois de plus avant qu'il ne tente de vendre la maison. Je dois être plus rapide. J'utilise les battements rythmés de mon cœur pour maintenir mon esprit ancré dans la réalité. La ligne verte sur le moniteur monte et descend, tel un métronome de survie. La drogue est un bruit de fond. Je suis le signal. Je jouerai le rôle de la matriarche déclinante, de la vieille femme confuse qui ne sait plus quel jour on est, jusqu'au moment où l'audit exigera que je frappe. Le poste des infirmières dispose d'un registre des visiteurs, et le domaine utilise une interface numérique obsolète pour les enregistrements. J'ai vu le terminal quand ils m'ont installé, un vieux système, fonctionnant probablement sous une version périmée de Windows. Le genre de système qu'Arthur Lefebvre pourrait contourner en dormant. J'ai besoin d'Arthur. C'est le seul qui possède les compétences techniques pour contourner le clonage de Christophe. Le seul qui sache que derrière cette apparence fragile se cache une femme capable de tracer un virement à travers 6 paradis fiscaux et 3 sociétés écrans sans sourciller. Pendant le changement d'équipe, ces 15 minutes magnifiques et chaotiques où Sheila passe le relais à l'infirmière du matin et où personne ne surveille les caméras, je parviens à accrocher ma canne à la bandoulière de mon sac à main délaissé. C'est une pièce en acajou, lourde et massive. Celle que Christophe a laissée près du lit comme une plaisanterie cruelle. Au cas où tu aurais besoin de te déplacer, maman. Comme si je pouvais marcher. Mes doigts trouvent un stylo. Un simple stylo à billes publicitaires. Ma main tremble, les muscles sont faibles et rebelles, mais je les force à obéir. Je trouve un morceau de papier, un reçu de la pharmacie de l'hôpital, froissé au fond du sac. J'écris un seul mot de mon écriture précise et architecturale, celle-là même qui a validé des audits se chiffrant en milliards. Audit. 719. J'attends le changement d'équipe de 3 heures du matin. C'est l'heure où la vigilance humaine est au plus bas, quand le rythme circadien chute et que même l'infirmière la plus diligente commence à sombrer. J'ai appris cela lors de l'audit de l'assureur GAN en 2009. Le cerveau est programmé pour s'éteindre durant ces minutes-là. C'est évolutif, inévitable. Sheila entre exactement comme prévu, c'est pas plus lourd que d'habitude. Elle est là depuis 22 heures, ce qui signifie qu'elle en est à 5 heures de garde et qu'elle fonctionne à bout de souffle. Elle se penche sur moi pour ajuster le moniteur des constantes. Son haleine sentant le café froid et le chewing-gum à la menthe. Je force une toux rauque et saccadée. C'est une performance de fragilité. Le son est humide, désespéré, et il amène Sheila à quelques centimètres de ma poitrine. Elle se penche, le visage marqué par l'inquiétude, une main sur mon épaule. Dans un élan d'adrénaline qui déchire le brouillard du sédatif comme de l'acétone sur du plastique.
Mes doigts trouvent la poche de sa blouse. C'est une fente peu profonde, et ma main tremble alors que j'y glisse le morceau de papier, le mot Audi, avec le numéro de portable privé d'Arthur griffonné en dessous. Elle ne remarque rien. Elle tapote simplement ma main avec un soupir de pitié, ajustant ma couverture avec cette tendresse mécanique propre à ceux qui répètent les mêmes gestes 1000 fois par jour. Tout va bien, Madame Beaumont, murmure-t-elle. Juste une petite quinte de tout. Je le noterai dans votre dossier. Elle sort, la porte se refermant derrière elle avec un léger sifflement pneumatique. Le message est en route. Christophe arrive à midi, exhalant une odeur de cuir coûteux et une confiance en lui usurpée. C'est un parfum que je connais bien. Il porte un costume bleu marine bien trop ajusté pour quelqu'un qui n'a pas eu d'emploi depuis 3 ans. Il jette un relevé bancaire imprimé sur mes genoux comme un trophée. Je sens le poids du papier, la texture du papier de haute qualité, celui que les banques utilisent pour les comptes dépassant les 6 chiffres. Mon assurance vie 1 240 000 €, le résultat de 40 ans de voyages épuisants, de nuits tardives dans des hôtels d'aéroport, d'une rigueur médico-légale qui m'a vieilli plus vite que n'importe quelle cigarette. Tout cela repose désormais sur un compte écran libellé, Beaumont Holding CCI. Je diversifie pour toi, maman, dit-il, sa voix huileuse de fausse sollicitude. Le domaine n'est pas donné. 15 000 € par mois, tu te rends compte? Tu devrais être contente que cet argent travaille enfin pour nous. Nous. Je fixe les chiffres. Le compte a été ouvert il y a 4 jours. Le transfert a été effectué par virement, pas par chèque, ce qui signifie qu'il a un accès numérique à mon institution financière. Il ne fait pas que détourner des fonds, il liquide le capital. Il retire les fondations de l'édifice, vendant les briques alors que la maison est encore debout. Il va trop vite. Dans les enquêtes pour fraude, la précipitation est l'aveu même du désespoir. Un détourneur de fonds intelligent prélève 2 ou 3% par an, juste assez pour ne pas déclencher d'audit. Christophe, lui, prend 100% en une semaine. Il ne vole pas pour vivre. Il incendie la maison pour toucher l'argent de l'assurance. Je garde le visage inexpressif, le regard vague. Mais à l'intérieur, je lance les calculs. À ce rythme, il mettra la propriété sur le marché d'ici 10 jours. La guerre psychologique est subtile, conçue pour éroder mon sentiment d'existence. Chaque matin, les brancardiers déplacent ma canne en acajou de quelques centimètres. Lundi, elle était contre la table de chevet, à portée de main si mon bras acceptait de coopérer. Mardi, elle était appuyée contre le fauteuil près de la fenêtre. Mercredi, elle était cachée derrière les lourds rideaux de velours, hors de ma portée. Aujourd'hui, elle est sur le rebord de la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière du matin comme une œuvre d'art moderne. C'est un message. Tu es un objet inerte. Christophe m'observe lorgner la canne, un sourire suffisant aux lèvres. Il me teste, cherchant des signes de rétablissement. Le moindre tressaillement de frustration, la moindre tentative pour l'atteindre prouverait que je suis plus lucide que ne le suggère le diagnostic de démence. Il veut que je ressente le poids de ma paralysie, que je l'intériorise, que j'accepte cette vérité. Je m'efface. Il ne réalise pas qu'une auditrice n'a pas besoin de bouger pour voir les anomalies dans un grand livre. Je laisse mon regard dériver de la canne vers le plafond, où une tache d'humidité s'étale sur les dalles acoustiques. 43 dalles, selon mon estimation. Je calcule la surface de la pièce, environ 26 mètres carrés. Je lance des tableaux d'amortissement dans ma tête, estimant le coût au mètre carré d'un établissement comme celui-ci. Mon corps est une cage, mais mon esprit reste l'instrument le plus tranchant de la pièce. Un notaire nommé Miller, aucun lien de parenté, bien que la coïncidence soit statistiquement improbable et sans doute délibérée, se tient au pied de mon lit. Il est plus jeune que Christophe, 30 ans peut-être, avec ce genre de visage arrogant qui suggère un diplôme de droit récent et une montagne de dettes étudiantes. Il tient un porte-document en cuir avec des lettres dorées, Maître Miller, notaire. L'air dans la chambre semble sous pression, comme la cabine d'un avion en descente trop rapide. Juste quelques signatures pour finaliser la mise en vente de la maison de Neuilly, Madeleine, dit Christophe en s'avançant avec un stylo plume. C'est un man blank, le genre qui coûte 800 € et glisse sur le papier comme de la soie. Mon mari me l'a offert quand je suis devenue associée au cabinet. Le voir dans la main de Christophe, c'est comme regarder un enfant jouer avec une arme chargée.
Il le presse dans ma main. Mes doigts sont raides, tremblants. Mes tendons ressemblent à des câbles rouillés, et le stylo me semble lourd comme une barre de fer. Je ne lutte pas. Je signe les documents d'une écriture tremblante et erratique, une main, sénile. Les lettres vacillent, les boucles s'effondrent, la ligne dévie comme un sismographe pendant un séisme. Cela ne ressemble en rien à ma signature précise et architecturale habituelle. Mais sous les boucles, à côté de mes initiales, j'insère une coche microscopique et acérée, un trait diagonal suivi d'une ligne horizontale. C'est la marque spécifique que j'ai utilisée pendant 40 ans pour signaler une entrée frauduleuse à mes subordonnés. Chaque auditeur ayant travaillé sous mes ordres connaît cette marque. Elle signifie « Ne faites pas confiance à ce document. Enquêtez immédiatement ». Le notaire ne remarque rien. Il tamponne la page de son sceau avec la force d'un homme qui savoure ses petits actes d'autorité. Christophe prend les documents et les glisse dans une chemise cartonnée avec le sourire satisfait d'un homme qui vient de conclure l'affaire de sa vie. La trace est laissée. Je suis allongé, fixant le plafond, quand je l'aperçois. Un point rouge minuscule dissimulé dans la grille du détecteur de fumée. Il clignote 2 fois, marque une pause de 3 secondes, puis clignote à nouveau. Ce n'est pas un indicateur de sécurité incendie standard. La fréquence est trop élevée. Les détecteurs classiques utilisent une impulsion lente toutes les 30 ou 60 secondes. Celui-ci cycle toutes les 3 secondes. Christophe ne s'est pas contenté de m'isoler. Il m'essurvelle. Je sens un nœud de froid se serrer dans ma poitrine. Il a installé une caméra, sans doute un modèle sans fil relié directement à son téléphone. Il cherche des signes de guérison, le moindre accroc dans mon masque végétatif. Un tressaillement. Un regard concentré. Un moment de clarté qui contredirait le diagnostic de démence. Je garde une expression vacante, ma respiration superficielle et rythmée. Je laisse ma bouche légèrement entr'ouverte, comme les patients réellement sédatés. Je bave un peu, juste un mince filet de salive au coin de ma lèvre. C'est humiliant, mais l'humiliation est un outil comme un autre. Il sécrète l'observateur. Il pense détenir l'avantage du panoptique. Mais dans mon monde, celui qui sait qu'il est observé possède l'avantage ultime. Je joue maintenant pour un public d'un seul homme, et je vais lui donner exactement le spectacle qu'il attend. Élodie entre d'un pas nonchalant, vêtue de mon tailleur Chanel vintage gris anthracite. Celui que je portais lors de l'audience à l'AMF en 2018, quand j'ai témoigné contre un gestionnaire de fonds spéculatifs. Le tailleur est cintré, les épaules sont nettes, avec une doublure en soie que j'avais fait remplacer à grands frais. Il lui va mal, trop serré aux hanches, trop lâche aux épaules, mais elle le porte comme un déguisement. Elle porte même mon parfum fétiche. Un agrume vif et tonifiant. Acqua di Parma Colonia. Je le sens depuis l'autre bout de la pièce, la bergamote et le citron tranchant à travers l'odeur de lavande javelisée du domaine. Tu n'as pas l'air bien installée, Madeleine? Roucoule-t-elle en se penchant pour ajuster mon oreiller. Son visage est à quelques centimètres du mien. Son haleine sent la menthe et la malveillance. Christophe s'est tellement inquiété pour toi. Nous nous sommes tous les deux inquiétés. L'audace est un coup de poing physique. Elle ne se contente pas de voler mes biens. Elle les habite, elle les incarne, elle m'efface alors que je respire encore. C'est une tentative calculée pour déclencher une explosion émotionnelle, pour provoquer une réaction qui prouverait mon instabilité. Je ne lui donne pas cette satisfaction. Je regarde à travers elle, la traitant comme un fantôme, une non-entité. Je laisse mon regard dériver derrière elle, vers une reproduction encadrée d'un voilier au mur. Je me concentre sur l'angle du cadre environ 3 degrés par rapport à l'horizontale et calcule la correction nécessaire. Elle est une variable dans une équation que je suis déjà en train de résoudre. Elle est le bruit. Je suis le signal. La porte s'ouvre, et un homme en combinaison bleue, comme tech, entre, portant une lourde sacoche à outils. Le genre avec des coins renforcés et un cadenas, suggérant un équipement coûteux à l'intérieur. C'est Arthur Lefebvre. Mon cœur ne rate pas un bond. Je me suis entraîné à ne pas réagir aux surprises. Mais je ressens une étincelle, du soulagement, peut-être, ou la satisfaction froide d'un plan qui avance. Son visage est un masque d'ennui professionnel, mais ses yeux trouvent les miens avec une reconnaissance aiguë, presque terrifiée. C'est le regard d'un homme qui vient d'entrer dans une pièce remplie d'ennemis armés et qui s'efforce de paraître à sa place.
Christophe est assis dans un coin, faisant défiler son téléphone. Il ne lève pas les yeux. Le câble est coupé à cet étage, dit Arthur, sa voix adoptant parfaitement le ton d'un sous-traitant plat, nasal, légèrement agacé. Le signal chute toutes les 15 minutes. Je dois vérifier l'unité murale. Il se déplace vers le boîtier derrière la télévision, tournant le dos à Christophe. Il pose sa sacoche avec un bruit lourd, le son métallique des outils s'entrechoquant. Mon pouls martèle mes côtes. Mon fidèle allié a pénétré le périmètre. Pendant que Christophe est distrait par une notification, je commence le code oculaire. 2 clignotements courts, un long. Pause. 3 courts. C'est le sténogramme judiciaire que nous utilisions dans les salles remplies d'avocats d'affaires qui enregistraient chaque mot. Nous l'avions mis au point lors de l'audit Mercé en 2014, face à un directeur financier qui avait sa propre équipe de surveillance. Roll. Yakregna. Pause. TOUT. Arthur le saisit dans le reflet de l'écran de télévision. Sa main, qui dévissait la plaque du câble, s'arrête une fraction de seconde. Sa mâchoire se crispe. Il n'hoche pas la tête, ce serait trop évident, mais il laisse tomber un tournevis. Le bruit métallique résonne sur le sol, signalant qu'il a compris. Le transfert de données est passé du papier à l'humain. Il connaît maintenant l'ampleur du crime. Il sait qu'il ne s'agit pas d'un fils inquiet gérant les finances de sa mère. C'est une liquidation. C'est un effacement. Arthur répare le boîtier, passant un nouveau câble coaxial avec la lenteur délibérée de celui qui a fait ça 1000 fois. Puis il se dirige vers ma table de chevet, ostensiblement pour vérifier le signal. Il se penche sur moi, son corps bloquant la vue de Christophe. Avec une dextérité digne d'un prestidigitateur, il remplace la broche en or épinglée sur ma chemise de nuit par une réplique identique. Je sens la différence de poids, elle est légèrement plus lourde, peut-être 1 gramme ou 2. Celle-ci contient une lentille sténopée 4K et une liaison 5G cryptée, le genre d'équipement de surveillance qu'Arthur installait dans les salles de conseil d'administration quand nous devions prendre des dirigeants en flagrant délit. Tout est réparé, Madame Beaumont, dit Arthur d'une voix forte, projetée pour que Christophe l'entende. Il transpire. Je vois la sueur sur son front. Il sait que si Christophe lève les yeux, s'il décide de fouiller la sacoche ou de demander ses accréditations, la partie est finie. C'est un homme de tableur, pas d'infiltration. Mais sa loyauté est d'acier. Christophe se lève, rangeant son téléphone. Pourquoi c'est si long? Lance-t-il d'un ton sec en s'avançant vers Arthur. Sa voix est tranchante, impatiente, le ton d'un homme habitué à être obéi. Equals. Mon pouce accélère. Arthur est toujours accroupi sous le bureau, en train de sécuriser la liaison montante vers le réseau interne du domaine. Ses mains s'activent à l'intérieur du boîtier de raccordement, installant la connexion qui permettra à la broche de transmettre en continu, 24 heures sur 24, vers un serveur cloud sécurisé. Je dois lui gagner du temps. Je mobilise mon bras gauche, celui qui garde encore une étincelle de vie, celui que je cache soigneusement à Christophe, et j'envoie valser mon verre d'eau de la table de chevet. C'est un lourd gobelet en cristal, le genre de pièce de valeur qui vole en éclats sur le sol dans une explosion cristalline. L'eau éclabousse le linoléum. Christophe fait un bond en arrière, jurant entre ses dents alors que des gouttelettes maculent ses mocassins italiens. Merde, man, hurle-t-il, le visage cramoisi. Tu le fais exprès ou quoi? La distraction fonctionne. Arthur se glisse hors de dessous le bureau, sa sacoche à outils refermée, affichant un air parfaitement indigné par l'interruption. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer ça, marmonne Arthur en se dirigeant vers la porte avec la démarche traînante d'un technicien qui vient de finir sa tâche et veut s'éclipser avant qu'on ne lui pose des questions. Christophe ne l'arrête pas. Il est trop occupé à me foudroyer du regard, la mâchoire contractée, les poings serrés. Tu deviens maladroite, maman, lâche-t-il une fois qu'Arthur a quitté la pièce. Il a l'air secoué, les nerfs à vif à cause de l'incident. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il sort un mouchoir de sa poche pour essuyer ses chaussures. Il est en train de perdre pied, je le sens. Le stress de la fraude le ronge. Il ne dort plus. Il boit davantage. Il commet des erreurs. Tant mieux. Il se verse une tasse de tisane depuis le chariot de boisson du domaine, un guéridon roulant qui stationne dans le coin,
chargé de camomille, de menthe et d'autres remèdes placebo pour les anxieux et les mourants. Mais je vois sa main plongée dans sa poche. 2 capsules bleues et blanches sont écrasées entre ses doigts, la poudre tombant dans le liquide comme de la neige fine. Il remue le tout avec une cuillère en plastique, un geste brusque et efficace. « Bois ça », dit-il en portant la tasse à mes lèvres. Ça calmera tes tremblements. L'infusion est amère. Le goût métallique des antipsychotiques est indéniable, tranchant à travers le faux miel et le citron artificiel. Je connais cette saveur depuis la formation pharmaceutique que j'ai suivie au début de ma carrière, lorsque j'auditais des réseaux de fraude à l'assurance maladie. La risperidone a le goût du métal et du désespoir. J'avale. Je n'ai pas le choix. Refuser, ce serait révéler que je sais tout. Recracher, ce serait réduire à néant la couverture que je bâtis minutieusement depuis des jours. Je bois le poison qu'il utilise pour assassiner mon esprit. La drogue me frappe comme un mur physique. Cela commence dans mon estomac, un poids froid et lourd qui se propage dans mon sang comme de l'encre dans l'eau. Ma vision se retrécit. La pièce tourbillonne en un kaléidoscope de beige et de gris, les murs se repliant sur eux-mêmes, le plafond s'abaissant comme un couvercle de cercueil. J'essaie de me concentrer, mais mes pensées s'éparpillent comme des billes sur un sol incliné. Je sens ma conscience aspirer vers un gouffre noir, les bords de ma perception s'effilochant comme un vieux tissu. Je fixe mon regard sur la broche épinglée à ma poitrine. Une minuscule lueur bleue scintille au centre du filigrane d'or, l'indicateur de transmission. La lentille est active. La liaison est établie. Chaque mot que Christophe prononce, chaque mouvement qu'il fait, est capturé en résolution 4K et téléchargé sur le serveur sécurisé d'Arthur. Je te vois, Christophe, pensais-je alors que l'obscurité se referme sur moi. L'objectif ne scie pas. Le cloud n'oublie rien. Je laisse le sommeil m'emporter, sachant que pendant que je sombre, mes preuves, elles, s'élèvent. Je me réveille sous l'effet d'une subtile vibration contre ma poitrine. Ce n'est pas le ronronnement mécanique de la pompe à perfusion, ni le grondement lointain d'un chariot de repas dans le couloir. C'est délibéré, rythmé, 3 impulsions courtes, pause, 2 longues, pause, et ça recommence. La broche vibre selon un motif haptique spécifique, un code Morse simplifié pour les agents de terrain. Arthur a réussi. Il a créé un miroir de mon téléphone cloné, un fantôme, du lien numérique que Christophe utilise pour m'enchaîner. Je ne peux pas voir l'écran, mes mains sont encore trop faibles pour tenir quoi que ce soit de plus lourd qu'un stylo. Mais je sais ce qu'Arthur est en train de faire. Il aspire chaque SMS, chaque autorisation de virement, chaque recherche nocturne paniquée que Christophe a lancée pour des termes comme liquidation rapide, sociétés écrans offshore et conversion crypto intraçable. Le rapport de force a basculé. Christophe pense m'observer via la caméra du détecteur de fumée, regardant ma déchéance en temps réel. Mais Arthur vient d'ouvrir une fenêtre sur l'âme de mon fils, sur ses comptes bancaires, son historique de recherche, ses empreintes numériques sur chaque transaction faite en mon nom. L'auditrice est de retour en ligne. Où sont les 200 000 € restants, Christophe? La voix d'Élodie transperce le micro caché dans la broche, tranchante comme un cutter. Je garde les yeux clos, ma respiration superficielle et cadencée, image parfaite de l'oubli médicamenteux. Ils se tiennent au pied de mon lit, me traitant comme un meuble. Les talons d'Élodie claquent sur le linoléum alors qu'elle fait les 100 pas, ses mouvements agités, prédateurs. Je t'ai dit qu'ils sont bloqués par le transfert, rétorque Christophe, mais sa voix a cette résonance creuse et défensive que j'ai entendue dans des dizaines de salles de déposition. Le ton est trop aigu, la cadence trop précipitée. Il ment, et il ment mal. Bloqué depuis 3 jours. La voix d'Élodie monte, perdant son vernis de sophistication. Tu avais dit que l'assurance vie était liquide. Tu avais dit que nous y aurions accès sous 48 heures. Les vérifications de conformité prennent du temps. Ne me raconte pas de conneries, Christophe. Est-ce que tu les as jouées? Silence. Mes yeux sont fermés, mais je sens la tension dans la pièce, épaisse comme une fumée noire. Il joue. Ce n'est pas seulement un voleur, c'est un addict. Il saigne le capital volé plus vite qu'il ne peut le dérober. Ce 1 million d'euros n'est pas un fonds de retraite pour eux. C'est un brasier qu'il essaie d'éteindre avec de l'essence. Je catalogue l'information. 200 000 € évaporés du compte écran. C'est 16% du capital envolé en moins d'1 semaine.
À ce rythme, il sera ruiné avant même d'avoir pu liquider le patrimoine immobilier. Christophe vérifie sa montre, ses gestes saccadés, dopés à la caféine. J'entends le clic métallique du fermoir. Les agents immobiliers ont avancé la signature à demain, 10 heures, dit-il, la voix serrée. On signe, le virement part sur le compte séquestre, et on est tiré d'affaire. Une fois la maison vendue, on aura assez pour tout couvrir. Mon cœur rate un battement. Demain. Il avance la clôture de la vente de 3 jours. La date initiale était vendredi, nous sommes mardi soir. Il ne se contente pas de vendre la maison, il prend la fuite. Il essaie de distancer ses propres dettes, quel que soit le trou noir dans lequel il a engouffré mon argent. J'ai moins de 24 heures avant que le domaine familial, la manifestation physique de toute une vie de labeur, la maison où mon mari m'a demandé en mariage, où j'ai élevé mon fils, où je prévoyais de mourir, ne soit démantelée et vendue à des étrangers. L'horloge judiciaire tourne. Je n'ai plus le luxe d'une convalescence lente. J'ai besoin d'un miracle biologique, et j'en ai besoin maintenant. Je concentre toute ma volonté sur ma jambe droite. J'imagine mes voies neuronales comme des fils effilochés, endommagés par l'attaque, corrodés par les antipsychotiques que Christophe me fait ingérer de force. Je me visualise en technicienne, ressoudant les connexions une synapse après l'autre. Bouch. J'envoie l'ordre depuis mon cerveau, à travers ma moelle épinière, jusqu'aux motoneurones de mon quadriceps. Rien. IRSI. Bouch. Le muscle de ma cuisse tressaille. Ce n'est pas grand-chose, un tremblement si ténu qu'il ne s'afficherait pas sur un électromyogramme. Mais il est là. C'est la preuve que le circuit n'est pas totalement mort. Bouch. Mon gros orteil s'agite contre les draps en coton stérile. Juste une fois, un spasme qu'on pourrait prendre pour un réflexe. Mais ça n'en est pas un. C'est volontaire. C'est moi. Le surdosage d'antipsychotiques a eu un effet paradoxal. Mon corps développe une tolérance aux bruits sédatifs, comme les bactéries résistent aux antibiotiques. La masse chimique que Christophe utilise pour aplatir ma conscience perd de son tranchant, laissant mon esprit vif et mes nerfs hurlants sous l'effort de reconnexion. Je ne suis plus une statue. Je suis une machine qui revient à la vie, étincelle après étincelle. Arthur apparaît à 16 heures. Sa combinaison bleue a été remplacée par un costume bon marché, un ensemble bleu marine synthétique avec un reflet brillant, et un badge de prestataire du domaine des cyprès épinglé à sa poche. Il se fait passer pour un auditeur de facturation, un rôle qu'il pourrait jouer en dormant. C'est le déguisement parfait. Personne ne remet en question un homme avec un porte-bloc demandant des codes d'assurance et des remboursements de mutuelle. Il se penche sur mon lit, feignant de vérifier mon bracelet d'identification. Ses doigts effleurent le plastique, mais ses yeux sont fixés sur le détecteur de fumée, traquant le clignotement rouge. J'ai récupéré toutes les données, Madeleine, chuchote-t-il, sa voix à peine audible sous le bourdonnement de la climatisation. C'est pire que ce qu'on pensait. Je garde le visage inexpressif, les yeux mi-clos. Pour quiconque surveille le flux vidéo, je suis un légume sous sédatif. Mais mes oreilles enregistrent chaque mot. Il a utilisé votre signature numérique pour des transactions offshore, continue Arthur, son haleine sentant le café et la peur. Appel de marge, option à haut risque, spéculation sur les devises via un compte au Caïman. Si ça tourne mal, c'est vous que l'autorité des marchés financiers viendra chercher. Il est terrifié. Je vois le tremblement de ses mains, la sueur à la racine de ses cheveux. Mais il tient bon. Il a laissé une trace visible à des kilomètres, murmure-t-il. Il sort une tablette de sa mallette, l'orientant de façon à ce que la caméra du plafond ne voit pas l'écran. Il me montre une cascade de registres de transactions, chacun estampillé de ma signature numérique. Une image scannée de mon écriture que Christophe a dû récupérer sur de vieux documents fiscaux. Il a utilisé vos accès pour autoriser des opérations boursières extrêmement risquées. Un trust aux îles Caïmans, enregistré sous votre numéro de sécurité sociale. Il ne se contente pas de voler, il vous fait porter le chapeau pour les pertes. Si les marchés s'effondrent, c'est vous qui subirez l'audit. C'est vous qui irez en prison. C'est le coup de grâce dont j'avais besoin. Ce n'est plus un simple différend familial. Ce n'est plus seulement de la maltraitance financière sur personnes vulnérables. Nous parlons de fraude boursière, d'usurpation d'identité et d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude bancaire internationale. Le genre de crime qui déclenche des enquêtes fédérales,
Le genre qui entraîne des peines minimales de 10 ans de réclusion criminelle. Christophe s'est cru plus malin que tout le monde. Il a laissé une empreinte numérique qui correspond à la mienne, à l'exception notable de l'adresse IP. Chaque transaction a été autorisée depuis le réseau Wi-Fi de son domicile, depuis ses propres appareils. Arthur détient les journaux de bord des serveurs. Nous avons le qui, le comment et le où. Le dossier se monte tout seul. J'observe par la fenêtre alors qu'Arthur se dirige vers sa berline sur le parking. Mon souffle se bloque. Le SUV noir de Christophe, un Range Rover acheté avec de l'argent qu'il n'a jamais gagné, dérape sur l'asphalte, les pneus hurlant alors qu'il coupe en diagonale sur 3 places de stationnement. Il coince Arthur contre la portière de sa propre voiture, le pare-choc s'arrêtant à quelques centimètres de ses jambes. Christophe jaillit du véhicule, claquant la portière avec une telle force que le 4x4 en tangue. Son visage est un masque de rage prédatrice. Cette colère née de la peur, de la cocaïne et des nuits blanches. Il a compris quelque chose. Peut-être a-t-il vérifié le registre des entrées et vu le titre des auditeurs de facturation, trop souvent. Peut-être a-t-il lancé une vérification d'antécédents et trouvé le nom d'Arthur Lefebvre lié au mien dans de vieux annuaires d'entreprise. Ou peut-être est-il simplement devenu assez paranoïaque pour deviner la vérité. Depuis mon poste d'observation au 3e étage, je suis le spectateur silencieux de la déchéance de mon seul allié. L'isolement que je ressentais auparavant n'était qu'une ombre. Ici, c'est l'abîme. Christophe n'utilise pas ses mains. Il utilise son poids. Il projette Arthur contre la berline, la tête du vieil homme basculant vers l'avant, ses lunettes glissant sur son nez. Puis Christophe plonge dans la voiture et saisit la sacoche d'Arthur, celle qui contient le MacBook Pro, celle qui renferme chaque pièce à conviction que nous avons compilée. Je vois l'éclair argenté de l'ordinateur alors que Christophe le lève au-dessus de sa tête, les veines de ses avant-bras saillantes sous l'effort. Il l'abat violemment contre la bordure en béton. Crac! Le son ne me parvient pas à travers le double vitrage, mais je vois l'écran voler en éclats, le boîtier en aluminium se tordre, les composants internes s'éparpiller sur le goudron comme des éclats d'obus. Il détruit les preuves. Christophe attrape Arthur par le col, le tirant vers lui. Son index est à quelques millimètres du nez d'Arthur, hachant l'air à chaque mot. Je n'entends pas ce qu'il hurle, mais je déchire son langage corporel. Menace. Intimidation. Le vocabulaire physique d'une brute qui vient de réaliser qu'elle perd le contrôle. Arthur semble se recroqueviller. Ses épaules se voûtent, ses mains se lèvent en un geste de défense. Mon fidèle allié, l'homme qui a jadis témoigné contre le directeur financier d'une multinationale sans sourciller, est terrifié. Christophe sort une chemise bleue de la poche intérieure de sa veste. Une ordonnance d'éloignement. Il a utilisé son statut de « mandat de protection future » d'urgence pour signaler Arthur comme un harceleur, un prédateur opportuniste ciblant une femme âgée vulnérable. Le judo juridique est élégant et vicieux. En se positionnant comme mon protecteur, il a militarisé le système même conçu pour protéger les gens comme moi. Il tend le dossier à un agent de sécurité du domaine qui s'est précipité sur le parking, sa radio grésillant à la ceinture. Le garde parcourt le document, acquiesce et pose une main sur l'épaule d'Arthur. Arthur est escorté hors de la propriété, les mains levées en signe de défaite. Il ne résiste pas. C'est un homme de tableur et de protocole de conformité, pas d'affrontement physique. Il grimpe dans sa voiture, celle où l'ordinateur brisé jonche le siège passager, et s'éloigne. Ma bouée de sauvetage est sectionnée. Mon témoin est discrédité. Je suis de retour dans mon tiroir, et Christophe revient vers l'entrée, le visage empourpré par l'adrénaline sombre d'une brute qui vient de gagner. La porte de ma chambre s'ouvre avec fracas. Christophe respire bruyamment, l'odeur de sueur et d'adrénaline le précédant comme une onde de choc. Sa chemise est débraillée, ses cheveux en bataille. Il a ce regard sauvage dans les yeux, celui que j'ai vu chez les prévenus acculés. Fini de jouer, maman, lâche-t-il d'un grognement sourd. Il marche vers le chariot de médicaments, ses gestes secs et saccadés. Il ne prend plus la peine de mesurer les doses ou de vérifier les fiches. Il vide le contenu de 4 capsules bleues et blanches dans un gobelet en papier, la poudre s'amoncelant comme une petite colline de neige chimique. Une double dose. Peut-être une triple. Il veut que je sois totalement submergé pour la signature de demain. Il a besoin que je sois un cadavre respirant pendant qu'il vend ma vie,
qu'il transfère l'acte de propriété à des inconnus et qu'il injecte mon héritage dans ses comptes à découvert. Tu vas dormir pendant le grand jour, ricane-t-il, me bloquant la mâchoire avec son pouce. Sa poigne est assez forte pour laisser des bleus, assez forte pour que je sente le goût du sang là où met dans coupe l'intérieur de ma joue. Alors qu'il me force à ingérer les pilules, je n'avale pas. Je déclenche une crise de convulsion simulée. C'est une performance que j'ai répétée mentalement pendant des jours, m'inspirant de chaque drame médical et de chaque étude de cas neurologique lue durant mes audits. Mes membres s'agitent. Mes yeux se révulsent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible. Ma respiration devient rauque, saccadée. C'est un pari risqué. Christophe panique. Il lâche le verre d'eau, reculant pour éviter d'être taché. Son visage devient livide, ses mains s'agitent inutilement. Dans le chaos de mes convulsions feintes, je glisse les pilules sous ma langue, les pressant dans la poche souple entre ma gencive et ma joue. Le goût amer et chimique envahit ma bouche, mais je ne faiblis pas. Je force mon corps à s'apaiser dans une inconscience profonde, la bouche entr'ouverte, mes membres devenant flasques, ma respiration lente. Christophe m'observe pendant une minute entière, la poitrine haletante. Il a l'air dégoûté, peut-être même effrayé. Il s'essuie les mains sur une serviette, puis vérifie mon pouls avec 2 doigts pressés contre mon cou. Satisfait de voir que je suis stable, il sort. La porte se referme avec la finalité d'un coffre-fort qu'on verrouille. Dès que le bruit de ses pas s'estompe dans le couloir, je recrache le poison amer et à moitié dissous dans les plis de la couette. Le tissu absorbe le résidu, laissant des taches sombres et humides qui ressemblent à du vieux sang. La chambre est sombre, à l'exception du clignotement rythmé du détecteur de fumée. Une impulsion toutes les 3 secondes. L'œil rouge de la surveillance de Christophe, qui m'épie encore. Je reste allongé dans le silence, mon corps vibrant d'une énergie froide et concentrée. Le résidu d'antipsychotique est encore dans mon système. Je sens le poids chimique peser sur mes pensées, mais c'est gérable. J'ai gagné du temps. Je passe les heures suivantes à rédiger mentalement mon argumentaire final. Je récite les articles sur l'indignité successorale comme une prière. Christophe n'a pas besoin de réussir à me tuer. La tentative suffit. J'indexe chaque vol. La liquidation de l'assurance vie, 1,2 million d'euros. Les diamants de famille, valeur estimée à 80 000 euros. Le mandat de protection future falsifié. Le diagnostic de démence frauduleux. Les transactions offshore exécutées sous mes accès. L'administration forcée de médicaments, une agression chimique avec intention d'incapacité. Le grand livre est chaotique. Les divergences sont massives. Mais l'auditrice est réveillée. Et demain, l'audit commence. La lune découpe une diagonale d'argent froid à travers la pièce, tranchant l'obscurité comme une lame de scalpel. Je saisis le bord du matelas, mes articulations blanches, les tendons saillants sous ma peau pâle. Mes doigts me font mal, raidis par des jours d'immobilité forcée, mais je tiens bon. Je fais basculer mes jambes par-dessus le bord du lit, un mouvement lent et délibéré, chaque fibre musculaire hurlant de protestation. Le sol est de glace contre mes plantes de pied. Le linoléum a absorbé le froid de la nuit, et le choc du contact envoie une décharge dans mes mollets, dans mes genoux, me rappelant que mes terminaisons nerveuses sont opérationnelles, que la sensation revient. J'attrape ma canne en acajou. Celle que Christophe avait laissée appuyée contre la table de chevet comme un accessoire de mon infirmité. Elle est plus lourde que dans mes souvenirs, solide et substantielle. Elle appartenait à mon mari à l'origine. M'en servant comme d'un levier vertical, je me hisse vers le haut. Mes genoux craquent, un son sec et mécanique dans le silence, comme des branches qui rompent sous le gel. Mais je tiens. Mes jambes tremblent, les quadriceps s'activant de façon erratique, mais elles ne lâchent pas. Je suis debout. Ma colonne vertébrale est une barre de fer. La paralysie n'était qu'une défaillance temporaire du système, un bug logiciel induit par l'attaque et la sédation. Le redémarrage est terminé. Je m'engage dans le couloir de service, me déplaçant dans les angles morts du bâtiment avec la précision de celle qui a passé la semaine à mémoriser les rondes. Mon ombre s'étire, longue et prédatrice contre le papier peint beige, allongée par les lumières de secours. La moquette est de qualité industrielle, assez épaisse pour étouffer mes pas, et je progresse la canne tenue horizontalement pour répartir mon poids. Je connais le rythme de ce bâtiment. La caméra du couloir balaie sur un cycle de 4 secondes, de gauche à droite, pause,
de droite à gauche, pause. L'aide-soignant de nuit prend sa pause cigarette de 10 minutes près de la buanderie à 3h15 précise. Comme une horloge. J'ai compté les intervalles chaque nuit depuis mon lit. Je me déplace dans les zones mortes. Les espaces entre la surveillance, entre les rondes, entre les moments où quiconque pourrait lever les yeux de son téléphone et réellement me voir. Equals. Chaque pas est un calcul entre le risque et la distance. L'ascenseur est trop exposé, trop susceptible de déclencher un capteur ou de nécessiter un badge que je n'ai pas. La cage d'escalier est préférable, des portes manuelles, pas de caméra sur les paliers, juste la lueur rouge des panneaux de sortie de secours. Je ne suis plus une patiente. Je suis un fantôme dans la machine, un bug dans leur système parfait. Au moment où ils vérifieront mon lit à l'aube, le tiroir sera vide. Le centre d'affaires du domaine est désert à 3h45 du matin. C'est une petite pièce à l'écart du hall principal, destinée aux familles des résidents pour régler les successions ou consulter des documents financiers. Il n'y a qu'un seul ordinateur de bureau, une relique de 2015 avec un moniteur imposant et un clavier qui claque trop fort sous mes doigts. La lueur bleue illumine mon visage alors que je m'assois, la chaise grinçant sous mon poids. Mes doigts trouvent les touches grâce à une mémoire musculaire que 40 ans d'audit n'ont pas effacée. La dactylographie a été l'une des premières compétences que j'ai maîtrisées, à l'époque où les ordinateurs faisaient la taille de réfrigérateurs. Je me connecte au serveur cloud sécurisé qu'Arthur Lefebvre a mis en place pour les lanceurs d'alerte de notre cabinet, le même système que nous avions utilisé lors de l'audit de la société Mercé, le même réseau crypté qui a survécu à 3 décennies de tentatives d'espionnage industriel. Identifiant, Monsieur Beaumont. Lead mot de passe, Sterling 1984. Les fichiers sont là. Des dossiers entiers de preuves, organisés avec la méticulosité caractéristique d'Arthur. Des fichiers vidéo classés par horodatage. Des enregistrements audio transcrits en texte. Des documents financiers recoupés avec des numéros de transaction et des adresses IP. Les images de la broche sont nettes. Je clique sur le fichier intitulé Chris MD Manip 260126.mp4 et regarde le visage de Christophe remplir l'écran, déformé et hideux, alors qu'il écrase des cachets dans ma tisane. Le son est clair. Tu vas dormir pendant le grand jour, maman. Les registres de virement de mon assurance vie sont indexés dans un tableur, chaque transfert surligné en rouge, chaque compte offshore tracé jusqu'à son origine. Arthur a même inclus les journaux de bord des serveurs des îles Caïmans, montrant que chaque transaction a été autorisée depuis l'adresse IP personnelle de Christophe. 68.194.52.118. Le sacrifice d'Arthur n'a pas été vain. Les données ont survécu au crash de son ordinateur. Il a dû tout télécharger sur le cloud juste avant que Christophe ne détruise le matériel. Je joins l'intégralité des archives à un email. Objet, urge, fraude succession Beaumont, dossier de preuve. Destinataire, sarah.delacroix@delacroix-avocat.fr. C'est le serveur privé de mon avocate, celui qu'elle utilise pour les affaires sensibles de criminalité en col blanc. Je clique sur « Envoyer ». La barre de progression se remplit lentement, chaque pourcentage est une petite victoire. 10%, 25%, 50%. L'acte d'accusation est déposé. La voiture privée attend à la grille du périmètre, moteur tournant au ralenti, phares éteints. J'ai tout organisé depuis l'ordinateur du centre d'affaires, en utilisant un service de chauffeur que je sollicite depuis des années, le genre de professionnel qui ne pose pas de questions quand on demande une course à 4h30 du matin dans un endroit qui n'est ni un domicile, ni un aéroport. Le chauffeur est un homme d'un certain âge en costume noir, discret. Il ouvre la portière arrière sans un mot à mon approche, ses yeux me scannant une seule fois, notant la chemise d'hôpital sous mon manteau, la canne en acajou, mes cheveux argentés ébouriffés par la fuite, avant de détourner le regard. Je le paie avec une carte de crédit d'urgence que Christophe a oubliée que je gardais cachée dans la doublure de mon vieux registre en cuir. Ce registre est en ma possession depuis 1985, un cadeau de mon associé principal quand je suis passée auditrice en chef. Il m'a accompagnée durant 3 décennies d'enquête et a survécu à 2 maris et à un fils traître. Neuilly-sur-Seine, dis-je, la voix enrouée mais ferme. Le domaine Beaumont. Le chauffeur acquiesce, s'éloignant du domaine des cyprès avec la souplesse de celui qui connaît cette route par cœur.
Alors que nous rejoignons la route principale, je regarde le bâtiment une dernière fois. Ce n'est plus qu'une architecture anonyme, pierre de taille, jardins onéreux et baies vitrées captant les premières lueurs de l'aube. Ce n'est plus une prison. C'est juste un autre actif à liquider ou à récupérer, une simple ligne dans l'audit. Je regarde le soleil se lever. La lumière s'étend sur l'horizon comme du mercure liquide, tranchante et impitoyable comme un scalpel. Je rentre chez moi. Le domaine Beaumont est envahi par les vautours du commerce. Je les vois par la vitre de la voiture alors que nous approchons. Des agents immobiliers en costumes étriqués sur le perron, leur haleine visible dans l'air froid du matin. Des avocats avec de lourdes sacoches regroupées près de l'entrée, révisant des documents sur leur tablette. Une notaire attend près de la porte, son kit de sceau portatif sous le bras. Ils sont ici pour assister à la mise à mort. La signature est prévue pour 10 heures. Il est 9h47. Je demande au chauffeur d'emprunter l'allée de service qui contourne la propriété, celle qu'utilisent les jardiniers. Il obtempère sans discuter, et je lui glisse un billet de 100 € supplémentaires en sortant. J'entre par l'office, une porte latérale qui mène directement à la cuisine. L'odeur me frappe immédiatement, le vieux papier, la cire de luxe et l'effluve ténue, persistant, du tabac de mon mari, bien qu'il soit parti depuis 10 ans. Je suis chez moi. Je traverse la cuisine, le couloir bordé de photographies de famille que je n'ai pas vues depuis des semaines, et j'entre dans la bibliothèque. Ma bibliothèque. La pièce où j'ai pris chaque décision majeure de ma vie depuis 1995. Je m'installe dans l'ombre épaisse d'une alcôve, derrière les rayonnages qui montent jusqu'au plafond, entre les traités de droit fiscal et les premières éditions de Balzac. La lumière ne m'atteint pas ici, c'est une poche d'obscurité que même le soleil matinal ne peut percer. Je suis la variable qu'ils n'ont pas prévue. La dette cachée qui va ruiner leur ambition. Tout est en ordre. La voix de l'agent immobilier résonne dans la bibliothèque, confiante, exercée. C'est un homme d'une quarantaine d'années, montre de luxe au poignet, qui fait glisser une épaisse pile de documents sur mon bureau en acajou. Mon bureau. Christophe est assis dans mon fauteuil, le bergère en cuir qui appartenait à mon père. Christophe a l'air d'un héritier qui n'a rien mérité, la posture décontractée, l'expression arrogante. Il dévisse le capuchon du stylo plume, mon stylo, le man blank que mon mari m'a offert et la plume plane au-dessus de l'acte de vente. Élodie se tient derrière lui, une main sur son épaule, ses doigts parés de bagues que je ne reconnais pas. Ses yeux scannent déjà la pièce, répertoriant les tableaux de maître, le globe antique près de la cheminée, les carafes en cristal. Elle décide déjà de ce qu'elle va garder ou revendre. Ils sont à quelques secondes de finaliser le vol. L'agent désigne la ligne de signature. Juste ici, Monsieur Beaumont, et nous pourrons lancer le virement vers le compte séquestre. Christophe sourit. Il a baissé la plume. Je sors de derrière les étagères massives. Tac, tac, tac. La canne résonne sur le parquet comme le marteau d'un juge sur son pupitre. Le son tranche les murmures, net et final. La pièce se fige. La plume de Christophe dérape. Je regarde la pointe tracer une traînée d'encre irrégulière sur l'acte de vente, une tache noire qui vient souiller la ligne de signature. Il me regarde comme si j'étais sorti d'une tombe. Son visage devient livide, non pas pâle, mais exsangue, au point que je vois les veines bleues à ses tempes. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. L'audit est terminé, Christophe, annoncez-je. Ma voix n'est pas le murmure d'une femme mourante. Ce n'est pas l'élocution pâteuse d'une patiente droguée. C'est le ton d'acier d'une auditrice en chef livrant un rapport terminal à un conseil d'administration sur le point d'être inculpé. Les avocats se retournent. Leur masque professionnel se fissure face à la défunte, revenant à la vie. L'un d'eux, un jeune homme à lunettes rondes, recule d'un pas, comme devant un spectre. Le visage de l'agent immobilier passe par la confusion, la reconnaissance et la panique en l'espace de 3 secondes. Je n'attends pas ses excuses. J'active une commande sur mon téléphone, celui qu'Arthur m'a rendu, celui qu'il a déverrouillé du clone de Christophe, et le système de projection de la bibliothèque s'allume. C'est le même système que j'ai fait installer il y a 5 ans pour les revues financières familiales. Les images commencent. Le visage de Christophe remplit le mur, déformé et laid, filmé par la caméra de la broche. L'angle est bas, le fixant alors qu'il se penche sur mon lit d'hôpital. L'horodatage indique 25 janvier 2026,
22h47 13 secondes. Le son est d'une clarté absolue. C'est l'heure de tes médicaments, maman. L'image montre sa main écrasant les cachets dans la tisane. La caméra capture chaque détail, le tremblement de ses doigts, la sueur sur sa lèvre supérieure, le calcul froid dans ses yeux. Tu vas dormir pendant le grand jour. Je passe au fichier suivant. Une comparaison côte à côte de mes relevés d'assurance vie. À gauche, décembre 2025, solde 1 240 000 €. À droite, janvier 2026, solde 47 823 €. En dessous, une cascade de reçus de virement, portant chacun ma signature numérique falsifiée, chacun routant les fonds vers des sociétés écrans au Caïmans et au Luxembourg. J'affiche les journaux d'appel de marge, surlignés en rouge. Chaque transaction exécutée depuis l'adresse IP de Christophe. La pièce est plongée dans le silence, à l'exception des preuves numériques d'une vie démantelée par la cupidité d'un fils. Mon avocate, maître Sarah Delacroix, entre alors dans la pièce. C'est une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris de fer tirés en un chignon sévère, vêtue d'un tailleur anthracite. Elle porte une mallette qui semble pouvoir arrêter une balle. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Le domaine Beaumont fait l'objet d'une mise sous séquestre immédiate, déclare-t-elle d'une voix qui projette l'autorité implacable d'une salle d'audience. Elle pose sa mallette sur le bureau, mon bureau, et l'ouvre pour en sortir une épaisse liasse de documents reliés sous une couverture bleue. Je plante mon regard directement dans celui de Christophe. Son visage a pris une teinte grisâtre, translucide, la couleur d'un lait tourné. Nous invoquons l'indignité successorale, Christophe, dis-je d'une voix calme et d'une précision chirurgicale. En vertu du Code civil, un individu qui tente de hâter son héritage par le meurtre ou la tentative de meurtre de son bienfaiteur est légalement déchu de tout droit. Tu ne toucheras pas un centime. Je m'approche, ma canne martelant le parquet à chaque pas. Tu n'as pas besoin de réussir à me tuer pour être indigne, Christophe. La tentative suffit. Chaque pilule que tu m'as forcé à avaler. Chaque signature forgée. Chaque virement que tu as exécuté en mon nom pendant que tu m'as semé d'antipsychotiques. Je m'appuie sur le bureau, les mains à plat sur le bois poli. Aux yeux de cette succession, tu es déjà mort. Christophe se jette sur l'acte de vente signé. Il n'est plus qu'un animal traqué, frénétique, dépouillé de tout vernis de sophistication. Il griffe les papiers éparpillés sur le bureau, les mains tremblantes, la respiration courte et sifflante. C'est ma maison, hurle-t-il, la voix brisée. J'ai signé. La vente est conclue. Sarah se dresse sur son chemin, l'expression de marbre. L'acte est nul, monsieur Beaumont. Votre signature a été obtenue par une représentation frauduleuse de mandat. Vous n'aviez aucune autorité légale pour vendre cette propriété. Christophe tente de bousculer les agents immobiliers pour atteindre la porte. Élodie sur ses talons dans un nuage de mon parfum volé. C'est Acadie Parma qui sent désormais la panique et le désespoir. Je ne bouge pas. Je n'en ai pas besoin. Ne perds pas ton temps avec le portail, Christophe, dis-je froidement, le regardant trébucher vers la sortie de la bibliothèque. La police judiciaire a franchi le périmètre il y a 3 minutes. Ils ne sont pas là pour une transaction immobilière. Je laisse les mots infuser, observant son visage alors que la compréhension le frappe de plein fouet. Ils sont là pour une extraction médico-légale. Les forces de l'ordre interviennent avec une efficacité clinique. 2 officiers en uniforme, les mains prêtes. Derrière eux, une commissaire en civil, son insigne clipsé à la ceinture, scannant la pièce avec l'œil exercé de celle qui a vu 1000 scènes de crime. Je regarde les menottes en acier se refermer sur les poignets de Christophe. Ces mêmes poignets qui portent la Patek Philippe de mon mari, celle qu'il a volée dans mon coffre le jour même de mon admission à l'hôpital. Christophe Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, fraude boursière, usurpation d'identité et tentative d'homicide, déclare la commissaire d'une voix monocorde. Vous avez le droit de garder le silence. Christophe ne répond pas. Il me fixe, les yeux écarquillés et vitreux, le visage figé dans un masque d'incrédulité. Élodie est emmenée en pleurs, son sac de luxe fouillé sur la pelouse, son train de vie, prestigieux, s'effondrant au milieu des droits Miranda et des scellés de preuves. Je vois les officiers mettre sous sac mes boucles d'oreilles en diamant, celles qu'elle m'avait dérobées au domaine des cyprès. Chaque objet sera catalogué, photographié, restitué.
Je ne ressens aucune pitié. Aucune colère. Pas même de la satisfaction, du moins pas de la manière dont la plupart des gens l'entendent. Je ressens le soulagement profond d'une équation enfin équilibrée. Leur cupidité était une variable qui exigeait une correction brutale, et la correction a été appliquée. Je regarde les voitures de police s'éloigner, leurs gyrophares bleus et rouges se reflétant sur les hautes fenêtres de la bibliothèque, balayant les dos des codes fiscaux et 40 ans de savoir accumulé. Je m'assois à mon bureau d'acajou. La maison est silencieuse maintenant. Pas ce silence oppressant de l'isolement, mais le silence pur et limpide d'un espace qui m'appartient à nouveau. Plus de caméras cachées. Plus de médicaments forcés. Plus de vautours en embuscade. J'ouvre mon vieux registre en cuir à la toute dernière page. Celle que j'avais gardée vierge pendant des années, dans l'attente de l'entrée finale. Je saisis mon stylo, le Mand Blank, nettoyé des empreintes de Christophe et Reconquis, et de mon écriture architecturale, je trace une seule ligne. Sovereignty Restory. Divergence Resolue. Je referme le livre d'un coup sec, le bruit résonnant dans la bibliothèque vide. Les fenêtres sont claires. La lumière du matin traverse la pièce sans obstacle, illuminant les grains de poussière qui dansent dans l'air. Le sol est poli. L'air sent la cire au citron, le vieux papier et l'ombre légère du tabac de mon mari. Pour la première fois depuis des mois, les comptes sont parfaitement, magnifiquement justes. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci d'être resté, la plupart des gens s'enfuient avant que l'addition ne tombe. Mais ici, l'addition tombe toujours. Ce qui a commencé par l'humiliation et le manque de respect s'est terminé par des preuves, la vérité et un prix à payer qu'ils n'ont jamais vu venir. Si vous voulez d'autres histoires où le karma frappe sans pitié, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quelle est la chose la plus révoltante qu'ils aient faite selon vous? Qu'est-ce qui a dépassé les bornes?